Le retour en Espagne, donc, cette année, avec de nouvelles améliorations sur presque l'ensemble des monoplaces, un tracé qui a été modifié, et aussi une séance de qualification qui a donné une grille de départ purement burlesque. On a de nombreux points de discussion sur ce Grand Prix d'Espagne 2023. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement nous intéresser au débrief pilote par pilote, pour revenir un petit peu plus tard dans la semaine sur quelques autres détails et autres informations qui pourront être importantes et intéressantes pour complémenter ce qu'on va dire aujourd'hui. On peut dire que quelques équipes avaient commencé à se distinguer de manière positive ou parfois négative dès les premières séances d'essais libres par rapport à ces améliorations, mais avec la pluie du samedi matin, toutes les cartes ont été redistribuées. On a eu une séance de qualification totalement, comme je le disais, absurde, une grille de départ avec 7 équipes différentes aux 7 premières places. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Le dimanche, l'équilibre des forces s'est un petit peu rétabli, fort heureusement. Ce qui va nous permettre du coup de pouvoir regarder pour commencer la hiérarchie qui se dégage de ce Grand Prix d'Espagne avec Shira. Donc déjà Shira, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix? Ensuite, est-ce que tu peux nous dire pour toi quelles ont été du coup les grandes forces de ce week-end en fonction des différents rythmes de course des meilleurs pilotes de chaque équipe? Ce qui est intéressant de voir déjà ce week-end, c'est à quel point on a beaucoup d'équipes aussi proches en qualification, comme ce que tu as dit tout à l'heure. C'est assez inédit, et c'est intéressant de voir à quel point le plateau se resserre, modulo Red Bull, bien sûr. Et l'autre point qui était aussi intéressant, c'est de voir que pas mal d'équipes ont apporté des révolutions de concept, que ce soit Mercedes avait déjà apporté ça depuis Monaco, mais Monaco c'était pas suffisamment significatif comme circuit pour pouvoir faire un essai du truc. Donc là au moins ils ont pu voir sur Barcelone comment ça fonctionne à peu près. Chez Ferrari, on a laissé tomber le côté plus baignoire pour essayer d'avoir quelque chose de plus traditionnel. Et quand on voit encore à quoi ça ressemble, on voit bien qu'ils sont encore en train d'essayer de comprendre et de chercher à trouver quel sera le design optimal. Mais il y a eu déjà des grosses améliorations qui sont arrivées. Chez Red Bull aussi, il y a eu des améliorations ce week-end. Alors, pas des grosses, bien sûr, parce que de toute façon, c'est même pas comme s'ils avaient besoin de le faire. Mais ils ont quand même pu apporter 2-3 nouveautés, et c'est d'ailleurs assez marrant parce que ils ont apporté des nouveautés qui ont été inspirées de ce que fait Williams sur leur fond plat. Donc c'est assez rigolo pour le noter. On a vu aussi une qualification qui représente peut-être pas vraiment ça, avec Carlos Sainz qui était deuxième, Lando Norris troisième, donc une Ferrari, une McLaren qui était qualifiée devant une Aston Martin et une Mercedes. Je sais pas si c'est possible de dire que c'est dû à une excellente qualification de ces deux-là, ou et là c'est plus mon avis, ou c'est carrément les autres qui se sont bien plantés avec pas mal d'erreurs à droite à gauche. Il a plu pendant la course de F2, mais la piste était encore mouillée pendant la qualification. Et on a vu pas mal de pilotes faire des erreurs, notamment au virage 10. Beaucoup ont été piégés à cet endroit-là. Et en plus de ça, la piste commençait un peu à s'assécher, donc forcément, ça a évolué très très vite. Donc faire son tour au bon moment, c'était le critère essentiel du week-end. Et c'est ce qu'a fait McLaren. Et c'est comme ça que Norris se qualifie à ce moment-là. Il sort de Q3 quasiment au dernier moment. Donc la piste est à son meilleur potentiel. Et il peut claquer. En plus de ça, il a fait un très bon chrono. Donc il a pu en profiter. Les Mercedes, faut pas oublier qu'ils viennent avec un nouveau concept. Donc c'est tout à fait normal que le rythme en qualif ne soit pas aussi extraordinaire que ce qu'on pouvait imaginer. Russell avait beaucoup de mal, il se plaignait des pneus, ça chauffait pas, il se qualifie P12, Lewis se qualifie cinquième, mais derrière après c'est Lewis, donc il a fait parler son talent aussi. Donc je pense aussi qu'il faut prendre en compte le fait que beaucoup d'équipes, surtout les trois des top teams, avaient apporté des grosses évolutions qui sont pas forcément toujours comprises. Et puis depuis l'année dernière, la Mercedes brille surtout par son rythme de course, comme on l'a pu le voir le dimanche juste après. Donc j'imagine que aussi ça a dû jouer sur les qualifications assez moyennes. Totalement, et justement, c'est le dernier point qu'on peut vraiment soulever qui sera important pour se recontextualiser dans ce Grand Prix, c'est qu'on a eu cette pluie qui a donc totalement nettoyé la piste. On avait un circuit assez abrasif et du coup, on a eu des écuries qui s'en sont bien mieux sorties, justement comme Red Bull, comme Mercedes, qui sont beaucoup plus sympathiques avec leurs pneumatiques, alors que la Ferrari, qui a cette réputation depuis l'an dernier de
exceller sur un tour pour mettre les pneumatiques en température, mais par contre, le très gros défaut de pas réussir à les conserver, ils vont plus rapidement les surchauffer et souffrir avec ça. Mais on regardera ça un peu plus en détail quand on va passer équipe par équipe, et je commencer du coup par Red Bull. Bon, c'est sans surprise, j'ai envie de dire que c'était un nouveau Max Verstappen qui a été dominateur. C'est son 3e grand chelem de sa carrière, sur 3 années consécutives, le premier en 2021, le second en 2022. Là, c'est son 3e. Il enregistre sa 40e victoire en Formule 1. 40, plus qu'à une victoire d'Ayrton Senna et à 11 de Alain Prost. Je pense qu'il sera devant Prost en fin de saison. Et je pense aussi également que les grands chelems, ça sera pas le dernier. Voilà. Et je pense que il est vraiment à l'écoute à la portière, comme on le dit. Il a essayé de se faire quelques frayeurs en course, avec 3 avertissements pour limite de piste. Ça l'a pas empêché de gueuler entre guillemets à la radio pour demander quel était le tour à battre pour avoir le meilleur tour. Comme habituellement, on lui a dit t'inquiète, on n'a pas besoin, et il a fait ok, je le prends, et il l'a pris. Donc j'ai envie de dire, il y a plus grand chose à dire sur Verstappen. On est vraiment typiquement dans ces saisons de domination typiques où on a le meilleur pilote du moment dans la meilleure voiture, et forcément c'est intouchable, et c'est même chiant presque. On peut pas en dire autant pour Sergio Pérez, par contre. Bon, il y a juste le départ qui est un peu edgy sur Carlos Sainz parce qu'il le tasse légèrement, mais c'est du Verstappen en fait. À part ça, il y a pas grand-chose à rajouter. Pour Pérez, Sergio il finit 4e. Il fait d'abord comme Verstappen, il part en médium. Ensuite, il enchaîne avec les hards et il finit aussi en soft. Ils sont tous les deux sur la même stratégie. Avec la voiture qu'il a, finir 4e, je pense que il aurait pu faire mieux que ça. Les stratégies, les prévisions de Red Bull le donnaient 5e à l'arrivée. Ah, ok. Mais moi, je trouve que c'est pessimiste quand même, 5e, pour être honnête. Je pense que c'est pessimiste, et aussi, c'est pas pour le critiquer, mais aussi parce que c'est Pérez. Je pense que si c'était Verstappen qui était à sa place, il était 2e où il finissait la course. Il l'a montré déjà plusieurs fois, surtout en Espagne, un circuit où ce genre de circuit, il est très très bon. Je pense qu'il aurait pu finir... Rappelons-nous, l'an dernier, typiquement, il sort de la piste au bout d'une petite dizaine de tours, il se met dans le bac à gravier, et ça l'empêche pas de terminer une 15aine de secondes devant Pérez, quoi. Donc là, c'est vraiment l'Espagne, en plus, avec ce tracé remodifié qui coupe cette dernière section lente, peut-être une section qui aura justement mieux convenu à Sergio Pérez. Là, on est sur un double droite très rapide, c'est le domaine de Verstappen. Il est presque chez lui sur ce type de tracé, donc c'est sans grande surprise qu'on le voit à ce niveau-là. Un autre pilote qui s'en est toujours très très bien sorti ici, qui a dominé pendant l'ère de domination Mercedes, c'est Lewis Hamilton, qui termine donc 2e, un excellent résultat. En termes de rythme pur, c'est à la régulière, si on exclut Pérez bien sûr, qui s'est sorti de la piste en qualification, qui a totalement compromis du coup sa qualif et sa course. Mais on voit un début de course patient, un très très long premier relais, quand on le compare à Carlos Sainz, qui s'est arrêté très tôt dans la course. Il a réussi à tenir ses pneus soft pendant une petite dizaine de tours supplémentaires, ce qui démontre justement que, comme tu le disais, la Mercedes tient très bien ses pneus. Russell les tient aussi longtemps que Verstappen en remontant dans le peloton. Mais j'ai quand même envie de mettre un petit point d'exclamation, Shira. Je sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, on avait Russell qui luttait presque pour la victoire face au Red Bull, Hamilton qui fait un last tout 4e avant de devoir ralentir pour être 5e en fin de course. Donc c'était un tracé où la Mercedes était déjà extrêmement forte, et après quand on est parti sur d'autres tracés, c'était autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est aussi ce que j'aimerais souligner. En plus de ça, le circuit il a changé. On n'a plus cette section lente qui faisait de Barcelone un circuit benchmark, un circuit complet. Là, on a un circuit qui est quand même relativement rapide aujourd'hui. Donc, il y a plus de virages lents. Donc, ça change la physionomie de ce qui était Barcelone avant.
Rien que ce petit changement de virage. Après, ça reste un circuit quand même relativement complet, mais ça l'est un peu moins vu qu'il n'y a plus cette section lente, vu que... Plus le virage 10 qui a été modifié l'an dernier, qui était une épingle aussi avant, qui a été transformé en courbe. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, on a un circuit rapide. Alors, effectivement, l'année dernière, on avait des tracés, et c'était d'ailleurs un peu le running gang de l'année dernière. On avait toutes les 3 courses Mercedes is back. Et au final, ça revenait au point de départ. On a eu ça en Espagne, où les deux font une course très solide. On a eu ça aussi à Silverstone. Après Silverstone, on a eu pendant pratiquement une semaine toute la hype du retour de Mercedes, pour qu'au final, la course d'après, ça retourne dans le midfield. Donc, je pense que ça serait intéressant d'attendre d'avoir un peu plus de courses. C'est en tout cas très encourageant. Là-dessus, ce qui est clair, c'est que la performance qu'ils ont montré ce week-end, on est encore très loin de Red Bull, ça c'est sûr, mais c'est plus la voiture, c'était pas la voiture aussi imprévisible et peu agréable à conduire qu'ils avaient en début de saison. Il y a des progrès. Et ça, c'est en tout cas très encourageant. Mais j'ai mis aussi une réserve sur le fait que ça y est, c'est bon, ils sont à nouveau deuxième force du plateau, on va se calmer un peu. Faut aussi prendre en compte qu'il y a aussi Ferrari qui a amené des grosses évolutions, donc et Leclerc était aussi très loin, on va en parler après. Sainz, c'était aussi très moyen. Les Aston aussi étaient un peu nulle part, donc j'ai plus l'impression qu'ici on a affaire aux autres qui ont régressé et Mercedes qui a pas bougé, plutôt qu'un véritable bond en avant. Mais on va attendre les prochaines courses pour voir si ça se confirme. Et aussi, dernier point, les températures aussi, c'était des températures qui aidaient beaucoup Mercedes. Parce qu'on a eu une piste à une température ambiante qui était pas trop élevée. Donc, ça aussi, c'est un autre défaut de la Mercedes. Quand il fait trop chaud, bah, les pneus surchauffent. Quand il fait pas assez chaud, bah, les pneus chauffent pas. Donc là, ils ont eu les conditions idéales. Et la voiture a performé. Et c'était le cas aussi de la W13, de la W14. Quand les conditions sont toutes réunies, donc quand les planètes s'alignent, et la voiture, elle marchait toujours très bien. Donc maintenant, j'attends de voir les prochains tracés pour regarder si les performances d'aujourd'hui se confirment ou si c'était juste un one-shot. Et bien sûr, j'en profite pour renvoyer vers la chronique que tu as faite un peu sur le développement de la Mercedes qu'on a sorti dimanche. Où tu parlais un petit peu des difficultés de la Mercedes. Je veux juste conclure un petit mot sur George Russell qui il fait une très très belle remontée, mais quand même j'ai l'impression qu'il s'est rendu la vie un peu difficile en qualification. Comme tu le disais, il n'était pas à son aise. En course, visiblement, il a réussi à retrouver quelque chose. Il prend son premier podium de la saison. Il y a eu quelques batailles intéressantes, une bonne gestion. La voiture marchait, il a été là pour faire le boulot. Et ce qui finalement clash avec la catastrophe qui a failli arriver en qualification, pour y toucher un petit mot bien sûr, le contact entre les deux pilotes. Pour moi, je n'oserais même pas blâmer Russell, contrairement à la FIA qui lui a mis une réprimande. Je vais pas vraiment reprocher Hamilton non plus, parce que je pense que si c'était un autre pilote que Russell, il y aurait jamais eu de clash. Pourquoi? Parce que je pense Hamilton, lorsqu'il voit Russell devant lui, il pense que Russell lui donne un coup d'aspiration. Si ça avait été un autre pilote, il aurait pas essayé de le dépasser comme il l'a fait, parce qu'il pensait que Russell lui laissait la place. Et Russell, bah lui, il était sur un tour d'attaque, donc à aucun moment il s'est dit j'ai besoin de regarder mes rétroviseurs parce que personne ne va aller m'attaquer. Je suis à vitesse rapide, voilà, il y a aucune raison. Manque de réactivité, j'ai plus envie d'accuser le stand McLaren, un manque de réactivité du côté du muret des stands pour avertir les deux pilotes. Attention, vous êtes tous les deux sur un tour rapide. Et Russell n'avait pas l'intention d'aborder son tour, même si sa préparation de son tour rapide a été compromise puisqu'il a dû laisser passer Carlos Sainz dans le dernier virage. Pour toucher du coup justement un mot sur les Ferrari et Carlos Sainz, un week-end qui semblait très très bien commencer, du moins un dimanche qui commençait très bien pour le local de l'épreuve qui partait en première ligne, qui a pris un bon envol en plus, qui a pu un petit peu aller taquiner Verstappen au premier virage, mais comme tu le disais, Verstappen n'avait pas très envie de laisser Sainz lui faire perdre du temps. Par contre, après, comme tu le disais plus tôt, l'usure pneumatique était bien désastreuse. Il a fait ce qu'il a pu pour contenir les autres, mais finalement, il termine
là où il doit terminer pratiquement avec la Ferrari, qui est peut-être son réel rythme en course. On va en parler plus tard du coup cette semaine, mais qu'est-ce que tu comprends du côté de Charles Leclerc qui a eu un dimanche et un samedi catastrophiques? Bah, eux-mêmes savent pas, donc je pourrais même pas te dire où est le problème. Mais c'est justement ce qui m'inquiète avec Ferrari, c'est que eux-mêmes n'ont pas compris ce qui s'est passé. Alors le samedi, c'est même pas comme s'il y avait eu un mauvais timing ou quoi que ce soit. Non, la Ferrari n'avait juste pas de rythme. Ils se qualifient 19e parce qu'il n'y avait aucun rythme. Les pneus marchent pas, souci à l'arrière, et ils n'ont pas compris également où était le souci. Donc décision de changer la voiture, et il part donc des stands à ce moment-là, parce qu'ils ont touché au réglage, à la voiture. Ils ont essayé de tout changer pour se débarrasser du problème. On arrive en course, on a un premier relais de hard qui est solide quand même. Le premier relais de Leclerc en pneu hard est assez solide. Il n'en était pas content des sensations, mais les temps autour étaient pas mal. Il remontait doucement, doucement, doucement. Excuse-moi de t'interrompre. C'est vrai que sur le papier, on voit qu'il est beaucoup plus lent. Mais faut pas oublier qu'il est dans le peloton, je crois il gagne 4 places, Ouais, c'est ça, il est dans le peloton. 4-5 places sur son premier relais. Il passe les Williams, les Haas, les Alfa Romeo, tout ça. Donc ça l'a un petit peu ralenti, il faut le prendre en compte. C'est moins catastrophique qu'on le voit sur le papier, sur le graphique ci-dessous. C'est ça. Il est dans le peloton, il doit faire une petite remontée par rapport à Carlos Sainz qui est à peu près tout seul à sa place là où il est. Et mais c'est là que par contre j'ai du mal à comprendre la stratégie Ferrari. C'est que il fait un relais extrêmement court avec des pneus hard, donc comme on peut le voir sur le graphique, hein, parce qu'il s'arrête avant beaucoup de gens qui ont des pneus tendres, pour ensuite mettre des pneus tendres et faire un relais très long avec des pneus tendres, et ensuite terminer avec des pneus hard. Et le pire, c'est que c'est pas des pneus hard neufs, c'est les mêmes pneus hard qu'il a utilisés au début de la course. Ça me rappelle presque le Grand Prix de Hongrie l'an dernier, quand Leclerc est sur un rythme exceptionnel dans les pneus soft et on le coupe en plein milieu pour lui mettre un pneu dur qui marche pas, avec lequel il va faire une petite dizaine de tours pour revenir après sur des pneus médiums. Bon là c'était un autre contexte, mais on l'a transformé en pilote d'essai alors qu'il jouait la victoire. Bah là j'ai aussi un peu l'impression que la course de Leclerc ça a été une course test pour Ferrari. Parce que je vois pas trop d'autres explications d'avoir remis les mêmes pneus hard alors qu'il avait des neufs qui traînaient quelque part. Et puis l'autre fait qui est assez étrange, c'est que lui-même l'a dit, il a fait commencer la course avec des pneus hard qui n'étaient pas très agréables, mais qui au moins ça marchait à peu près. Les mêmes pneus hard qu'il remet en fin de course, c'était catastrophique. Donc la différence de feeling a complètement changé avec les mêmes pneus sur la même course. Ils ont un souci important avec les pneus qu'ils ne comprennent pas, ce qui peut être aussi compréhensible parce qu'ils changent de concept, mais c'est quelque chose qu'on entend avec Ferrari depuis l'année dernière, même avec une voiture qui marchait déjà très bien. Donc je trouve ça un peu inquiétant quand même. C'est toujours en début de course, hein, de toute façon, quand la voiture est lourde, que ils usent plus leur pneumatique, qu'ils galèrent plus que les autres. Et là, j'ai l'impression que ça a été exacerbé par ces courbes rapides du tracé de Barcelone, etc. C'est possible. L'autre grand absent qu'on attendait à la maison, Mission 33 Fernando Alonso, qui a aussi eu un samedi assez moche. Il a été surpris par les conditions de piste. Il est sorti de la trajectoire, il a fini dans le bac à gravier, il a réussi à revenir sur la route, mais le fait est que Alonso a pas mal endommagé son fond plat, ce qui a rendu sa qualification très difficile. Il a dû sortir un très bon tour selon Aston Martin en Q2 pour passer, et en Q3 ça a été un tour brouillon et pas aidé du coup par les pertes d'appui générées par les dommages qu'il y avait sur le fond plat. Du côté de Lance Stroll, il se classe 6e en qualification. C'était vraiment pas la réjouissance en interne parce que le tour de Stroll semble pas vraiment optimal non plus, et on se dit que quand même la voiture valait mieux que ça. Et au final, au drapeau à damier, c'est 6 et 7, avec Alonso qui est revenu très fort dans les échappements de Stroll en fin de course, qui est resté derrière finalement parce qu'il y avait plus rien à aller chercher avec Sainz qui était trop loin devant.
Finalement, si c'est 7 l'an dernier, ils en auraient été très contents. Cette année, c'est leur plus faible résultat de groupe. En qualif, Stroll se qualifie 6ème, donc je pense qu'Alonso, s'il n'avait pas eu les dommages, il aurait pu faire une qualification autour de 4, par là. Il a dit première ligne, hein, si tout s'était bien passé, il visait la première ligne, lui. Ok, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est sûr que la qualif aurait été beaucoup plus solide, ça c'est un fait indéniable. Mais en course, j'ai été déçu quand même enfin pas déçu, mais surpris. Mais Alonso, au début, il a eu du mal à chercher Ocon. Il est resté derrière l'Alpine pendant un moment, et il a commencé à se rapprocher, mais Ocon a aussi haussé son rythme. Et là, Alonso n'a pas pu suivre, et il a commencé à perdre beaucoup de temps sur Ocon. Ocon a pit avant Alonso. Mais c'était intéressant de voir que l'Alpine était plus rapide que l'Aston Martin sur le début de course. Ensuite, il sort aussi avec un mauvais timing, Alonso, il se retrouve englué dans le peloton, et il a eu beaucoup de mal à s'en extirper. C'est sur la fin de course, avec une voiture aussi un peu plus légère et des pneus qui fonctionnaient mieux, qu'il a commencé à remonter. Il a remonté sur Ocon, il a commencé à faire des dépassements, il est aussi remonté très fort sur Stroll, mais a décidé, a pris l'initiative lui-même de ne pas le dépasser. Et il l'a bien fait savoir en plus qu'il avait pris l'initiative. Donc ouais, on a eu un beau message radio. Donc il savait que ça allait faire parler, il était très content. Mais moi, ce que je me demande, c'est parce que jusqu'ici, quand on regarde bien, là, on a eu un début de saison assez étrange, hein, entre les annulations à droite à gauche, ce qui fait qu'on s'est retrouvé qu'avec des circuits urbains. Donc maintenant, je me demande si est-ce que l'Aston Martin est aussi efficace sur des tracés plus classiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on va... Le Canada est à nouveau un tracé urbain. Mais avec la prochaine tournée européenne qui s'enchaîne là en juin, juillet jusqu'aux vacances, je veux voir en fait ce que ça donnera la voiture sur des tracés plus traditionnels. Parce que sur les tracés urbains, on voit que la voiture est efficace. Il y a beaucoup d'appui, c'est très efficace dans les virages lents. Là-dessus, c'est des qualités qui ont fait que... C'est pour ça qu'on attendait d'ailleurs Alonso à Monaco. Parce que le circuit est lent, il n'y a pas besoin de vitesse de pointe. C'était le tracé idéal pour venir avoir une victoire ici. Et on l'a vu à quel point il était compétitif. Maintenant, sur un tracé avec, comme celui de Barcelone, rapide, qui n'a plus les virages lents qu'il y avait avant, ni la chicane, ni l'épingle, bah, on a vu que l'Aston est un peu rentré dans le rang. Et encore, l'Autriche, ça devrait pas mal leur correspondre aussi comme tracé, puisque ça vient après le Canada. Bon, pour finir avec notre top 10, Alfa Romeo est de retour dans les points grâce, voilà, ils ont deux pilotes, hein. Il y en a un des deux qui a gagné 10 courses en Formule 1, qui a gagné 3-4 titres constructeurs et qui est certainement payé plusieurs millions de dollars, et le petit rookie qui est pilote payant. Donc bien évidemment, Valtteri Bottas est 19e et Zhou Guanyu est 9e après une course exceptionnelle à se battre dans le peloton. Bottas, zéro excuse de son côté. Il a eu des dégâts. Hein. Ils ont. Je sais pas si ça a été confirmé justement. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il a eu des dégâts en début de course et que c'est pour ça qu'il a préféré jouer la stratégie, parce qu'à un moment, il faut aussi noter que Bottas a beaucoup aidé pour avoir les points de Zhou. Parce que il a retenu pendant un bon grand nombre de tours les Haas et les Hülkenberg et tout ce monde-là qui était derrière lui, et ça permet à Zhou de gagner 6 secondes à ce moment-là et de prendre de l'air. Donc j'imagine que s'il a fait ça, c'est que il savait que il allait pas pouvoir faire grand-chose de plus. Ce qu'il disait après la course, c'est que pour lui, entre le vendredi et le samedi, il y a quelque chose qui a bougé dans la voiture. Donc je veux bien, ça arrive, hein, honnêtement, des fois que il se passe quelque chose, on sait pas vraiment quoi, mais faut revoir la voiture. Le truc, c'est que Bottas, ça fait au moins 3 ou 4 fois cette saison que ça lui arrive. Entre Jeddah, l'Australie, il s'était déjà plein de problèmes sur la voiture. Des problèmes qui n'avaient pas toujours été très détectés particulièrement, ou en tout cas j'ai rien lu d'Alfa Romeo à ce sujet. Ça n'empêche qu'après il a fait un double passage très fort à Miami, à Monaco, mais là ce week-end, si on part du principe qu'il a encore des dégâts, bah pourquoi pas, mais au bout d'un moment, je trouve qu'on est sur un ratio de Bottas qui partage cette saison aussi bien les bonnes perfs que les bonnes excuses. Je trouve que ça commence à faire un peu délicat. Et pour parler du coup de Zhou, bah là, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être son meilleur week-end en Formule 1. Bah, en qualification, il tire une 13e place. On espérait pouvoir viser la Q3, mais sans vraiment y croire.
Donc au final, on est à la bonne place. Hein. Mais par contre, en course, il prend déjà un excellent premier tour. C'est pas très commun avec Zhou, faut le souligner. D'habitude, il a plus tendance à perdre des positions. Là, il est 9e à la fin du premier tour. Et ensuite, il y a une belle bataille avec Hülkenberg, avec Tsunoda en fin de course. Pour un pilote qu'on a pas mal critiqué à cause de son statut lorsqu'il a signé au départ, il montre qu'il est pas si mauvais que ça, et je trouve ça assez intéressant de voir son évolution. Moi, j'ai toujours été un petit fan de Zhou Guanyu, donc je suis content de le voir un peu se prouver. Honnêtement, pour moi, c'est le genre de week-end solide qu'on le voyait faire en Formule 2. C'était pas nécessairement le pilote qui se montrait le plus le samedi, en qualification, mais en course, il remontait dans le peloton, il était combatif, donc voilà, bravo à lui. En plus, sur les courses de gestion, justement, en F2, c'était les courses où il s'en sortait pas trop mal quand il fallait bien tenir ses longs relais, tout ça, donc là, c'était typiquement une course faite pour lui. Maintenant, j'ai quand même envie d'atteindre le milieu de l'émission avec un point contentieux. J'ai mis mon t-shirt exprès. Let them se foutre sur la gueule. Il y a eu, du coup, vers la fin du Grand Prix, Zhou qui a tenté un dépassement à l'extérieur sur Yuki Tsunoda. Tsunoda n'a pas vraiment laissé la place et la FIA l'a sanctionné pour ça, forçant Zhou à sortir de la piste à la première chicane. Comment tu vois, toi, cet incident entre les deux ? C'est encore une inconstance de la FIA, parce que Tsunoda a juste fait une Verstappen, c'est ce qu'il fait assez régulièrement, et il n'y a pas eu plus de pénalités que ça, donc je pense qu'AlphaTauri aurait dû faire appel à ce moment-là, parce que ils allaient pouvoir gagner l'appel. Il y a tellement de cas de jurisprudence avec un gars qui est dans l'équipe juste à côté, donc Oui. je vois pas comment ils ont pas pu faire appel. Peut-être qu'ils se sont dit ça vaudra pas l'effort, mais je trouve que la pénalité n'avait pas de sens ici. Ouais, et surtout, j'ai regardé en boucle et en boucle ces images. Alors, moi, comme je le dis souvent, quiconque tente de prendre par l'extérieur risque de la prendre dans le postérieur. Si on regarde, au moment d'entrer dans le virage, Tsunoda et Zhou sont roue contre roue. Et Tsunoda a clairement la trajectoire la moins avantageuse. Faut rappeler, ce premier virage, on est en quoi ? On est en 4e, un peu plus... on entre très rapidement dans ce premier enchaînement. C'est pas un virage lent, on arrive très vite où on va manger l'intérieur pour ensuite aller manger la courbe du côté gauche pour le virage 2, justement. Là, si on s'attend à ce que Tsunoda donne plus de place, faut forcément qu'il ralentisse plus. Quand tu regardes son volant, pour moi, il peut pas le tourner plus. On est à près de 180 km/h par ici. Comme je le dis, en 4e, 3e, 4e, j'ai pas encore vraiment regardé, mais on peut pas mettre plus de volant que ça. La seule option qu'il avait, c'était de ralentir encore plus, ce qui aurait voulu dire donner la place, et ça aurait été pour moi donner la place à quelqu'un qui n'était pas devant lui lorsqu'il est entré dans le virage. Pour moi, Tsunoda n'avait pas concédé la place. Je pense pas qu'il se serait touché. Zhou, lorsqu'il voit que Tsunoda referme la trajectoire, il donne tout de suite un coup de volant pour sortir de la piste. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est de la course, honnêtement, et j'aurais au pire mis un drapeau noir et blanc pour dire attention, la prochaine fois, tu te prends une pénalité. Mais je trouve ça assez cruel. Une petite interlude, tiens. Cette semaine, on a les 24 heures du Mans, Shira. Oui. Est-ce que tu regardes les 24 heures du Mans ? Ah oui, je vais regarder. À la base, j'étais censé y aller, mais j'ai dû annuler, donc... Moi, comme je le dis souvent ici, je connais rien aux 24 heures du Mans. Alors, ces dernières années, j'ai un petit peu regardé, mais plus à travers, avec des copains, via Discord, tout ça, qui faisaient des veillées sur le serveur Le Circuit où ils regardaient la course, donc je passais de temps en temps pour suivre. Mais là, on a l'ami Emmanuel Touzeau qui a rédigé un ouvrage sorti chez Talent Sport
un centenaire d'histoire, les 24 heures du Mans, qui est sorti pour l'occasion il y a maintenant quelques semaines. Je pense que ça va m'aider à me mettre un petit peu à jour sur les 24 heures du Mans, et je me dis que pour remercier Talent Sport qui produit énormément depuis ces 2 dernières années dans les bouquins du sport automobile, c'était l'occasion d'y verser un petit mot pour cette épreuve mythique. C'est donc le centenaire, et c'est marrant, hein, comme chaque année on a ce petit mois de mai-juin où on enchaîne Grand Prix de Monaco, 500 miles d'Indianapolis, 24 heures du Mans. C'est une belle époque pour le sport auto. Même si je pense que les fans d'IndyCar seront pas vraiment d'accord pour cette année par rapport aux 500 miles. Parlons d'AlphaTauri, parce que pour moi, un des autres hommes de la course, c'était justement Yuki Tsunoda, qui est 9e au drapeau damier, mais finit 12e avec ses 5 secondes de pénalité. Un nouveau week-end solide de sa part, si ce n'est pour une qualification qui a été un peu compromise par un tour de préparation qui a été difficile, et il a été pris dans le peloton, donc il a pas pu entamer son meilleur tour avec des pneus bien en température. Ça a permis pour l'occasion de mettre en avant Nick De Vries qui fait un nouveau week-end solide, je pense, à défaut d'être extrêmement performant. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour continuer à accumuler de l'expérience, du temps de roulage, mais qui démontre une nouvelle fois que chez AlphaTauri, il y a encore pas mal de boulot, même si j'avais l'impression que sur ce tracé, la voiture était pas aussi horrible qu'il y a quelques temps. En vrai, je sais pas si l'AlphaTauri est si horrible que ça, parce que Tsunoda, il est régulièrement à la porte des points. Il fait du P10 ou du P11 pratiquement à toutes les courses depuis le début de la saison. Donc je pense que en fait on a un plateau qui est tellement resserré que il y a plus de midfield. Ça dépend, c'est une course sur l'autre, la hiérarchie change complètement. Et puis on a aussi 5 équipes qui trustent en fait jusqu'à la 10e place, puisqu'on a Red Bull, après on a le paquet Alpine, Mercedes, Aston Martin, tout ce monde-là, ils bouclent ensuite le reste des places. Donc il reste juste des miettes à grappiller, P9, P10 pour le reste. Donc Tsunoda est régulièrement dans ces places-là. Donc je pense quand même que l'AlphaTauri, certes, on peut faire mieux, mais par rapport à la compétitivité du plateau, c'est pas aussi horrible. C'est dommage effectivement pour la pénalité, mais c'est quand même assez encourageant pour l'équipe et pour Tsunoda lui-même aussi. Bon, là ça va être rigolo. Je pense qu'on va pouvoir parler des McLaren. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. On le dit depuis le début de l'année, je pense qu'on a peut-être le meilleur plateau de l'histoire de la Formule 1. Je veux dire, si tu prends celui qui est premier et celui qui est 20e, on a un plateau qui n'est vraiment pas ridicule. Ouais, on a eu une course sans safety car, sans drapeau jaune, sans erreur, il y a rien. Voilà, déjà, enfin c'est aussi à souligner. La fiabilité s'est beaucoup améliorée, mais depuis le début de saison, les abandons, on les cherche. On a eu un Grand Prix à Monaco où il y a eu que 2 abandons, alors qu'il y a eu de la pluie. Un seul de ces 2 abandons était dû à une sortie de piste. À Miami, 0 abandon. L'Azerbaïdjan, on a eu qu'un pilote qui s'est mis dans le mur. Enfin, voilà, c'est quand même très très solide. Et du coup, sans abandon à la régulière, on a une équipe McLaren qui se retrouve dans la réalité de ses performances. Et là où je voulais en venir, c'est aussi qu'on a un duo qui, je pense... c'est risqué de le dire, mais pour moi, le duo McLaren est un des plus forts du plateau, parce que Lando Norris, je pense qu'il a prouvé depuis tant d'années à quel point il était bon, à quel point il savait extraire le maximum de sa voiture. Et honnêtement, pour aller chercher la 3e place en qualif, il fallait le faire quand même. Et Oscar Piastri, pour un débutant qui, on le rappelle, n'a pas roulé pendant toute une saison. L'an dernier, il a passé son année sur le muret alpine. Enfin, il a fait 2-3 séances peut-être, je sais même plus, et encore même pas, je crois. Donc Oscar Piastri revient, il est tout de suite dans le rythme de Norris, pas en qualification où il a fait une erreur au moment le plus important, mais voilà, on a un duo solide, mais la réalité, c'est que en course, lorsque les conditions sont revenues à la normale, c'était assez terrible.
En plus, Norris, tout de suite après la conférence de presse, bon, je suis troisième aujourd'hui, mais demain, je finis hors des points et Verstappen me colle 2 tours. Ah de toute façon, c'était clair que l'objectif c'était de faire un peu ce que faisait As avant, c'est-à-dire il part au début et essayer de maximiser le relais pour essayer de d'éviter de sortir des points. C'était évident qu'il allait sortir des points. Maintenant c'était sur de la stratégie, un peu de chance, essayer de trouver quelque chose parce que là on a vu ce week-end que la McLaren c'était la huitième voire neuvième voiture parce que il se fait passer par les AlphaTauri, il se fait passer par les Alfa Romeo, les As aussi étaient derrière lui, il y avait De Vries qui se rapprochait aussi en fin de course, enfin par rapport aux autres voitures, que ce soit l'Alfa Tauri était clairement plus rapide, l'Alfa Romeo était aussi plus rapide, la De Vries se rapprochait en fin de course, donc ouais la voiture était vraiment pas au niveau ce week-end et je trouve ça assez triste. Et Norris a eu une très bonne qualif, il a su extirper le maximum de sa voiture, de son talent et sortir au bon moment pour claquer le bon tour quand il fallait. Mais en course, c'est très compliqué. Hein. Mais surtout que ça a été très compliqué parce que il a eu des dégâts Bah, visiblement qui l'ont handicapé tout le Grand Prix. Les dégâts, c'était, je sais pas si ça marche vraiment parce que les dégâts, c'était, il a changé l'aileron, d'accord, mais pour le reste de la course, si t'as une voiture qui s'en sort pas trop mal, tu devrais pouvoir remonter. On a vu par exemple l'année dernière, notamment, je me souviens Leclerc à Silverstone avec une moitié d'aileron qui tient tête à Sainz. Enfin, quand la voiture a un certain en a sous le capot, tu peux quand même essayer de remonter certaines voitures qui Oui. sont censées être plus lentes. Là, c'était pas le cas. Et Piastri aussi était un peu en galère. Donc après, il finit 13e Piastri. Et c'est que la McLaren, ils sont pas du tout en haut. Là, ils sont avec le paquet Alfa Romeo, Haas, Williams. C'est ce groupe-là avec lesquels ils se battent. Et je trouve ça un peu triste. Norris a dit après la course que pour le Canada, ils s'attendent à être septième, huitième force. Hein, donc c'est assez difficile. On a une autre équipe qui a pas mal souffert en course. Les As, du coup, avec Kevin Magnussen qui termine 18, Nico Hülkenberg qui termine 15. Sur le papier, t'as envie de dire, bon, c'est un week-end normal chez As. Pourtant, la qualification traduit totalement autre chose chez As si on regarde dans le garage de Nico Hülkenberg. J'ai envie d'être taquin et de dire, est-ce que c'était vraiment Schumacher le problème? Parce que... Ouf. Parce que franchement, au final, rien n'a changé. Enfin, alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Hülkenberg, malgré son retour, est revenu au niveau et que Kevin Magnussen est quand même assez inquiétant parce que lui, il est toujours là. Hein, il n'a pas fait de pause comme l'a fait Hülkenberg et il est quand même assez en galère. Il y a des différences entre les deux assez importantes depuis le début de la saison en qualification en tout cas. Mais après, on a bien vu Lucien Hülkenberg hein, quand il saute dans la Racing Point et qui se met P3 sur la grille en 2020. En course, il y a trop de problèmes avec l'opérationnel n'est pas bon. Les pit stops sont faits au pire moment. Il se retrouve englué dans le peloton. Les stratégies, je les comprends pas. Enfin, Ce qu'il y a, c'est que chez As, ce week-end, ça a été la seule équipe où les deux pilotes ont dû faire 3 arrêts, pas pour tenter des trucs, mais parce que les pneus étaient vraiment trop morts à chaque fois. Du coup, forcément, un arrêt de plus, tu rajoutes une bonne vingtaine de secondes sur ta course. Voilà, si je retrouve les tours, Nico Hülkenberg s'arrête. Déjà, au 4e tour, déjà, il commence à se faire bouffer. Il s'arrête aux alentours du 7-8e tour. Il ressort des stands, il claque le meilleur tour de la course. Pour rappel, il a tenu le meilleur tour en course pendant un bon moment. Mais après, à nouveau, dans la lutte contre Zhou, Tsunoda, tout ça, il tient pas, les pneus sont morts, il doit se réarrêter. Et Magnussen, de son côté, il était jamais vraiment dans le coup. là, c'est assez flagrant sur la courbe de Magnussen à quel point il doit ralentir en fin de course. Alors, comment fonctionnent les courbes? C'est-à-dire que on prend uniquement les tours où ce sont les tours sur la piste. C'est-à-dire qu'on enlève les tours les tours où il faut chauffer les gommes et on enlève également les tours où il faut s'arrêter au stand pour ne garder donc du coup que les tours où les pneus fonctionnent et avoir ensuite des courbes qui s'affichent comme ça. Les courbes baissent parce que la voiture perd en carburant, donc naturellement s'allège et va plus vite au fur et à mesure de la course. En fin de course, généralement les courbes augmentent encore parce que les pilotes font du lift and coast, c'est-à-dire que
Le lift and co, ça consiste à lâcher l'accélérateur et prendre les virages juste avec l'inertie. Et ça permet de sauver beaucoup de carburant. Et ainsi, ça se fait plutôt en fin de course pour pouvoir avoir le carburant nécessaire dans la voiture à la fin. Parce qu'il faut garder 1 litre de carburant que la FIA va tester pour pouvoir valider le résultat de la course. Ici, bon, des As déjà qui s'arrêtent 4 fois parce que les pneus ne tenaient pas. Et on voit aussi à la fin que Magnussen a dû énormément gérer ses pneus, ses gommes. Je sais pas s'il a eu un problème, mais en tout cas, la voiture fonctionne bien sur un tour parce que Hülkenberg la place 8e. Mais en course, non seulement le rythme n'est pas bon, mais l'opérationnel aussi. Du coup, j'en ai même oublié une équipe qu'on mentionnait, c'est les Alpines. Du coup, Gasly qui termine 10e, Ocon 8e. Déjà, tu parles d'opérationnel. Je pense que t'es pas très optimiste vis-à-vis d'Alpine sur le côté opérationnel. Si je peux te laisser commencer sur la qualif et la course. Pour moi, le week-end d'Alpine, le mot c'est frustrant. Alors, ils ont apporté des évolutions conséquentes à Monaco. Ils ont refait notamment les pontons de la voiture, ils ont refait pas mal certaines pièces, ils ont aussi refait l'arrière de la voiture. Enfin, c'est des améliorations conséquentes qui sont apportées sur l'Alpine. Et là-dessus, j'ai envie de dire, l'année dernière, ils ont aussi prouvé qu'ils savaient développer. L'Alpine, c'est la voiture en 2022 qui a le plus gagné en rythme. Ils commencent la saison 7e force du plateau, et ils la terminent 4e force solide, avec des améliorations assez lourdes, pratiquement toutes les 2-3 semaines, il y avait la voiture changée. La voiture qu'on a vue en début d'année et celle de fin d'année, c'est clairement pas la même. Et aussi, on peut aussi se rendre compte que la philosophie alpine est la bonne parce que Aston Martin a repris le même concept, Mercedes a repris le même concept. Enfin, ils ont quelque chose, mais l'exploiter pour le moment, c'est pas encore ça. Et ce week-end, Gasly fait un très bon tour, 4e, mais comme je le disais, c'est l'opérationnel qui a rendu le week-end extrêmement frustrant. 2 fois, il bloque ses concurrents en qualification parce que le message passe mal. D'abord, c'est arrivé avec Verstappen, c'est aussi arrivé avec une des Mercedes, je crois que c'est Russell, je sais plus, mais il se retrouve 2 fois parce que le message passe pas. Donc, ça fait qu'il prend 6 places de pénalité. Donc, on a une voiture qui se qualifie 4e sur un circuit qui est généralement réputé, malgré, comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu à nuancer que le tracé qui a changé, mais on sait que Barcelone, c'est quand même un circuit complet, il se qualifie 4e. Donc on a une voiture qui marche très bien, mais du coup, il doit commencer loin. Donc ça commence déjà, donc déjà, rien que ça a pourri le week-end, parce que si Gasly partait 4e, ça a changé complètement la philosophie de la course. Au vu notamment de ce qu'on a vu, surtout en début de Grand Prix avec Ocon qui résiste à Alonso, on aurait peut-être pu voir Gasly qui a tenu Stroll. Enfin, c'est un gros what if, hein. Mais rien que ça aurait beaucoup changé la course d'Alpine. Bah du coup, il part dans le peloton et il a un très mauvais premier tour qui termine 15e à la fin du premier tour. Il prend un mauvais départ. Il se fait, c'est le risque de partir dans le peloton, hein. Ça fait prendre un mauvais départ. Il se trouve englué dans le peloton 14-15e. Donc faut essayer de remonter. Et en plus, comme on l'a dit, le midfield d'aujourd'hui, c'est une boule assez uniforme. Donc il faut beaucoup de delta pour réussir à passer une voiture. Et qu'il n'avait pas forcément. Donc Alpine, on part sur une stratégie, on commence avec des pneus soft. Ensuite on part avec les médiums. Et après on finit avec les durs. Donc Gasly a prolongé son relais. Comme ça a laissé le temps à tous ceux qui n'arrivaient pas à passer sur la piste d'aller faire leur pit stop. Et ensuite, il s'est arrêté plus tard pour chausser ses pneus médiums. Là, on commence aussi avec le premier problème. Alors, le premier arrêt d'Ocon, il se fait en 2 secondes 2, ce qui est solide. Mais tous les autres arrêts, à partir de là, ont été une catastrophe. Il y a eu des arrêts en 4 secondes, 4,5 secondes, et le plus lent que j'ai relevé a duré 5,2 secondes. Donc, juste sur les pit stops, on perd 8 secondes. 8 secondes, c'est énorme sur le chrono final. Et rien que ça aurait peut-être pu permettre à l'une des deux de finir entre les Aston Martin. Pas les deux, mais au moins une des deux, juste en prenant les pit stops ratés. Après, les Aston étaient quand même pas mal sur l'économie en fin de course. Ah oui, bien sûr, mais parce ils savaient, parce que les Alpines n'avaient pas pu les charger plus que ça. C'était terminé, donc ça ne servait pas non plus. Il y a 5 secondes entre Alonso et Ocon au drapeau à demi. Ouais, bah juste avec 2 autres pit stops, si on fait pas des pit stops de 4 et 5 secondes, on aurait pu se caler au moins entre les deux Aston, si pas les deux. Donc, je trouve que le week-end a été gâché. C'est ça qui est dommage avec Alpine, c'est qu'il y a toujours un élément qui manque. Quand l'opérationnel marche parfaitement, c'est la voiture qui est pourrie. Quand la voiture est solide, ben, c'est les pit stops et la stratégie qui fonctionnent pas. Ils arrivent pas à mettre, le week-end qu'ils ont mis bout à bout, c'est Monaco. Monaco, ça a été parfait. Le pilote a été excellent.
Et encore, Pierre Gasly serait pas tout à fait d'accord parce qu'il s'est arrêté juste avant de remettre des inters, quoi. Ouais, c'est vrai, sur un pilote. Normalement, le week-end de Monaco pour Alpine, ça devait être 3 et 4. Mais au final, ils l'ont pas fait. Parce que, mais bon, c'était là. Après, j'ai envie de dire, la pluie, c'est aussi assez compliqué, c'est assez aléatoire. Là, on parle avec le recul. Si on n'avait pas eu de pluie, on allait dire, ah, la stratégie Alpine, catastrophe, ils ont mis les inters alors qu'il fallait pas. Donc, Mhm. c'est la pluie aussi. Mais je trouve ça dommage quand même, le week-end d'Espagne. Les Williams, pour terminer cette émission, du coup, Alex Albon termine 16e. Logan Sargent qui s'habitue à la dernière position. Je pense qu'on peut se dire que c'est presque la lanterne rouge du week-end sans aucune dispute possible. Pourtant, Alex Albon a fait un excellent week-end selon lui et selon son équipe aussi. En qualification, bah, il met 6 dixièmes à son coéquipier. En course, il termine quand même 16e. Alors, il termine du coup devant Bottas qui avait donc visiblement des problèmes, Magnussen qui se fait dépasser en fin de course et il termine devant Norris qui a eu du coup son week-end de gâché, enfin son dimanche de gâché après son contact avec Hamilton au départ. Je vais relever une petite question parce que pour les membres de la chaîne, je vais vous proposer de laisser quelques questions qu'on pourra aborder. Du coup, on a Q971 qui demande sur ce week-end, je me demande si Williams est aussi à la ramasse que ça, parce que Albon est un bon pilote, mais il finit quand même devant Magnussen et Bottas à la régulière, en sachant que les Alpha et les As n'étaient pas spécialement à la rue. Est-ce que c'est un bon signe? Ben, je te laisse commencer. Pour moi, en fait, Barcelone représente tout ce que la Williams n'aime pas, et ce depuis des années, c'est l'aérodynamique. Une partie, tu en conviendras, qui est assez importante sur une Formule 1. La Williams, c'est une voiture qui va marcher. Je pense qu'à Silverstone, par exemple, on y va dans quelques temps. Oh, ça sera solide, hein. Ça sera solide. Ce sera très solide parce que Silverstone, il faut très peu de traîner pour avoir une bonne vitesse en ligne droite et c'est exactement les forces de la Williams. Albon, La Williams, pilote, la Williams, c'est un dragster. Hein. S'il y a la en ligne droite, ça va. C'est même ce que disent à chaque fois les pilotes. Il ne faut jamais se trouver derrière Alexander Albon parce que c'est impossible de le passer. Mais oui. dans les virages, bah il y a plus rien. Donc Alex Albon s'est vraiment illustré avec la Williams ces derniers temps sur ce type de circuit. Comme Monza, bon pas Monza parce que il avait l'appendicite, mais Monza c'est le cas extrême, mais ce type de circuit où on a beaucoup de lignes droites et les seuls virages vont être des virages lents et où justement bah Albon va compenser avec un bon grip mécanique et avec une très bonne approche, un bon pilotage pour compenser dans les virages lents et ensuite la voiture fait le reste en ligne droite. Là, à Barcelone, hein, comme on le disait, on a enlevé les 2 sections lentes du circuit. C'est une catastrophe et il y a très peu à dire. Je pense que pour ton optimisme de les voir terminer devant Bottas et Magnussen, bah c'est plus à mettre au contraire au détriment de Bottas et Magnussen qui ont eu un week-end très difficile. Puis j'aimerais aussi rajouter un truc, c'est qu'il faut assez relativiser la saison 2023 par rapport aux saisons d'avant. Parce que si vous regardez les temps, les écarts en Q1, là j'ai sous les yeux, on a 1 seconde 1 entre le premier, donc le temps de Lewis, Oui. et Leclerc. Je prends pas Logan Sargent parce que c'est un rookie dans une Williams, donc il y a 1 seconde 7. Mais entre la deuxième et la 19e place, il y a 1 seconde 1. Donc c'est ridicule, c'est un écart minuscule. Il suffit de prendre un virage légèrement mieux pour passer en Q2. Donc je trouve quand même que c'est assez... Ça donne un côté encourageant quand même à la Williams parce que si elle était aussi catastrophique qu'on avait eu avec les années Russell 2020, Oui, 2021, oui. il serait bien plus largué que ça. Donc c'est quand même sur un circuit en plus qui ne convient pas à la voiture, je trouve que c'est pas mal. Il y a du potentiel, maintenant c'est l'opérationnel, c'est les usines, les infrastructures qu'il faut moderniser et c'est ce que disait James Wolfe, c'est que l'équipe manque cruellement d'opérationnel parce qu'il y a eu des gros soucis d'argent.
il y a des infrastructures qu'ils n'ont pas et que il trouve que c'est inadmissible qu'il n'ait pas, et il est là justement pour pouvoir mettre les choses en place. Et c'est là qu'on pourra, je pense, voir petit à petit des améliorations chez Williams. Mais effectivement, c'est pas non plus une voiture extraordinaire, mais c'est pour un plateau aussi compétitif, ils se défendent bien, je trouve. Logan Sargent, c'était une qualif compliquée. Mais en course, on voit qu'il tient pas mal le rythme. Il y a que sur son dernier relais où il était vraiment pas à l'aise. Et là, on voit très bien sur les temps autour que il commence à s'effondrer sur son dernier relais, du coup, qu'il effectue avec des pneus durs. Encore un peu à l'instar de Nick De Vries, c'est pas brillant, mais pour une saison d'apprentissage, ça reste décent. Rappelons que sur l'échelle des rookies, Oscar Piastri est une anomalie, hein. Allez, pour conclure cette émission, je vais prendre une dernière question parce que on l'a mentionné sans rentrer dans les détails de Xela 2500. Alonso est-il devenu gentleman ou bien le contrat l'exige? Bon, je vais la prendre celle-là, mais non, je pense que là, on était en fin de course. Il y avait objectivement aucune raison d'aller chercher Stroll, si ce n'est que pour l'orgueil du pilote, parce que comme je le disais tout à l'heure, Sainz était un peu trop loin pour que ce soit réaliste d'aller le chercher. Alonso, c'est pas nouveau, il aime jouer la carte politique en interne. Il passe depuis le début de saison son temps à encenser son coéquipier. Rappelez-vous, en 2019, Sergio Pérez, il a pas tenu aussi longtemps quand il fallait faire de la lèche à son coéquipier. Il l'avait tenu pas mal de temps sur les premiers Grands Prix et tout, à dire très régulièrement « Ah, Lance, c'est un excellent coéquipier et tout ». Au bout de 2-3 Grands Prix, on n'en entendait plus parler. Là, tous les Grands Prix, c'est « Oh là là, il est combien, Lance? Ah, il est bon et tout. Non, mais t'inquiète, Lance, je vais pas t'attaquer. » Ça, honnêtement, riez-en parce que c'est tout ce qu'il faut pas chercher plus loin. C'est Alonso qui fait son cinéma, c'est tout. Il y a rien de plus. Bon, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute. Merci, Chéra, d'être passé de ton temps et de toute cette apport dans le podcast. On te retrouve sur le Twitter pour plus de blablaterie. Bon, maintenant, tu le fais plus dans les débriefs avec moi, mais tu as aussi tes petits regards techniques sur tout un tas de choses. Et voilà, je rappelle du coup le regard sur plus technique sur la W14B qu'on a apporté du coup dimanche dernier. Et puis bien sûr, la blablaterie continue avec toujours quelques petits regards plus historiques qui sont passés et qui viendront. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Visiblement, vous y répondez positivement, donc c'est cool. On va continuer dans cette direction. Allez, une bonne journée à tout le monde et des bisous.